Chères auditrices, chers auditeurs, le podcast Data Driven 101 a maintenant plus de 2 ans et plus de 80 épisodes. Nous vous remercions pour votre engouement. Pour nous aider à vous servir le contenu dont vous avez besoin, on vous invite à répondre à une poignée de questions rapides pour mieux vous connaître et mieux cerner vos attentes. Vous trouverez le lien du questionnaire dans la description du podcast et des épisodes. Merci d'avance et bon épisode. Et l'idée en fait de l'assistant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a plus de 300 000 annonces sur le site. Et finalement, tout le monde n'est pas expert pour choisir un véhicule. Nous, on a l'expertise. Et donc, comment partager cette expertise ? C'est plutôt d'avoir un assistant auquel tu vas lui expliquer ce que tu veux. Tu vas lui dire, je voudrais une voiture pour rouler 400 km par semaine. Je pars de temps en temps au week-end, je voudrais qu'elle coûte peut-être moins que ça, j'aime bien qu'elle soit rouge, j'aime bien les marques allemandes, etc., etc. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sansem, l'hôte de ce podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Dans Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Alors aujourd'hui, je reçois Thomas Berger, CTO de La Centrale depuis 3 ans. La Centrale est une marketplace, leader d'achat-vente auto en France. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de La Centrale, nous décrire un peu qu'est-ce que vous faites et puis ton rôle précisément ? Donc La Centrale, c'est pas une start-up early stage, on a maintenant plus de 50 ans, donc on est bien installé. On est leader sur le marché de l'auto d'occasion en France. On a à peu près 35 millions de visites par mois. Donc, voilà, donc vous étiez un journal papier ? Exactement. Donc on a démarré, on était un journal papier. On faisait plein de choses. On faisait aussi du matrimonial à une époque. Voilà. On a fait plein de choses. On a pas mal. On a pas mal switché en fait dans l'histoire. On s'est focalisé donc depuis quand même un grand nombre d'années maintenant sur la partie auto véhicule. Et on a fait le virage du web au début des années 2000, comme beaucoup de marques à l'époque. Et on a arrêté complètement le journal donc il y a plus de 15 ans maintenant, en 2008. Donc il y en a encore qui croient qu'on a un journal, mais ça fait très longtemps qu'on ne l'est plus. Et la grosse majorité de notre stock, c'est du stock qui vient venir c'est du B2C en fait, c'est du stock de professionnels qui va être vendu à des particuliers. On développe aussi et on augmente aussi le volume de C2C, donc de vente entre particuliers. Et c'est aussi un de nos objectifs cette année, voilà, de revenir un peu plus sur ce marché. Ok. Et alors, quel est ton rôle en tant que CTO Alors, mon rôle en tant que CTO, je m'occupe de toutes les équipes techniques. C'est assez simple. C'est simple à dire, plus chronophage à faire. Donc voilà, je vais m'occuper de toutes les équipes techniques, donc qui vont être tant des développeurs, donc on va avoir beaucoup de développeurs full stack, on va avoir des data engineers, on va avoir des QA, on va avoir des architectes, voilà, tout ce qui fait une équipe technique efficace. On est à peu près 80 dans les équipes techniques. Pourquoi ? Parce que La Centrale finalement c'est une boîte tech et data. Et ça c'est un point important. Des fois, j'aime dire qu'on vend pas vraiment de voitures. En fait, on n'a pas vraiment, nous, en propre, de voitures à vendre. On met en relation un acheteur et un vendeur. C'est ça notre mission. Et donc voilà, la mission, c'est comment trouver le beau véhicule. On a un stock de plus de 300 000 véhicules sur la plateforme. Voilà, quand je suis un acheteur, comment je trouve le beau véhicule sur la plateforme. Ok. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, CTO, c'est un rôle qui parle de lui-même et en même temps, le business est ancien, date du papier. Donc, vous avez dû switcher un peu d'une dynamique où vous étiez une fonction support presque et de devenir vraiment le cœur du réacteur. 80 personnes techniques. Combien dans l'entreprise ? Sur 250 personnes. Donc, en gros, on va avoir 2 grandes directions dans l'entreprise. On va avoir une direction technique couplée à une direction produit, en fait, qui est pas directement sous moi, qui va représenter à peu près une centaine de personnes au total. Donc là, on va avoir des data analystes, on va avoir des product owners dans cette direction et des data scientists. On va avoir aussi une grosse force terrain, en fait, des commerciaux qui vont aller voir nos clients, voilà, pour les accompagner, pour vraiment les aider à gérer justement leur stock et comment le mieux utiliser la plateforme pour leur activité, qui est eux la vente de véhicules vraiment direct. Et après, on va avoir des fonctions support, RH, finance, etc. Donc, en gros, au moins la moitié de l'entreprise sont des équipes qui travaillent sur les parties digitales. Ok.
Ok. Et pour avoir une idée à peu près de combien d'annonces il y a en moyenne, combien de visites? Donc sur les annonces, on a à peu près entre 300 et 350 000. Je crois qu'il y a ce matin, il y avait 333 000 exactement annonces. On en reçoit à peu près 600 000 par mois. Voilà, donc on a un turnover sur les annonces, puisque il y en a qui vendent et il y en a qui reviennent sur la plateforme. On a à peu près 35 millions de visites, donc c'est couplé sur 2 marques en fait. On a la marque La Centrale qui est vraiment dédiée sur la marketplace. On a une marque éditoriale aussi qui s'appelle Caradisiac, qui est spécialisée dans les informations autour du monde automobile et qui est une grosse plateforme voilà pour les gens qui sont intéressés dans le domaine. Ok. Et alors donc la data pour commencer dans ce sujet-là, quel est le type de données, la variété de données avec laquelle vous êtes amené à travailler? Qu'est-ce que vous en faites? Voilà. D'accord. Donc, la première donnée déjà, c'est les annonces. Donc on va essayer de récupérer des annonces. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de nos annonces, elles sont pas déposées manuellement comme le ferait un particulier. Voilà, on travaille avec des professionnels qui peuvent avoir des tailles assez importantes, qui ont des stocks qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de voitures. Ils vont pas s'amuser tous les jours à les poser à la main. Donc pour ce faire, on va se brancher sur leur système. En fait, donc on va se brancher sur plein de systèmes métiers. Donc ça s'appelle des DMS, sur lesquels on va collecter de la donnée. Le problème, c'est qu'on va se projeter sur plein de systèmes. On a à peu près 8000 clients professionnels. Donc on va avoir une variété de données et une hétérogénéité de la donnée qui est forte. Donc la première chose, quand on va recevoir des annonces, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on appelle faire du matching. C'est déjà être capable de détecter le véhicule, de le normaliser pour pouvoir les comparer, puisque tout le monde n'écrit pas de la même façon. Et un véhicule, c'est plus que juste une marque et un modèle. Il y a des options, il y a des finitions, des versions, des types de moteurs, etc. Donc pour bien vendre et pour bien montrer aux clients comment pour choisir son véhicule, il faut avoir cette exhaustivité. Donc on va récupérer en fait ces modèles, on va les enrichir via des sources de données internes et des sources de données externes. Et qui va nous permettre d'avoir les annonces les plus enrichies possibles. Donc ça c'est une de mes premières sources de données. Donc c'est vraiment de la donnée brute sur laquelle on va travailler. Ça, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur cet enrichissement, justement? En quoi ça consiste, enrichir les données d'une annonce? Tout simplement, le cas le plus extrême pour un véhicule, on peut ne recevoir qu'une immatriculation et des photos. Voilà. Donc à partir de ça, on va devoir construire une annonce qui va permettre à l'acheteur de comprendre toutes les subtilités de son véhicule. Donc comment on va faire ça? Donc à partir de l'immatriculation, on va essayer de récupérer donc quelle est la marque et le modèle déjà. Savoir si c'est une Peugeot ou une Renault, c'est quand même déjà assez intéressant. On va essayer de récupérer la couleur, on va récupérer toutes les options qu'il y a pu avoir. On va essayer de récupérer tout ce qui a pu, toute l'histoire aussi, toute l'histoire du véhicule. Est-ce qu'il a déjà été accidenté? Est-ce que c'est un véhicule qui vient d'auto-école? Voilà. Donc on va essayer de complètement enrichir en fait les données. Donc on a beaucoup de process et sur toutes nos annonces, quotidiennement, on va aller chercher. Donc ce genre de choses, ce genre de l'histoire du véhicule et compagnie, c'est des choses qu'on peut aller chercher quelque part sur Internet ou on peut. Comment est-ce qu'on accède à cette information? Alors, l'accès après est disponible sur notre site directement en fait. Donc via la fiche du véhicule, on peut avoir toutes les informations concernant le véhicule, que ce soit ses options ou son histoire. Oui, mais vous, comment vous l'avez obtenu cette information? Alors, on a beaucoup de sources de données. Déjà, on a une source interne. Ça fait, comme je disais, ça fait 50 ans qu'on existe. Donc, on n'a pas commencé à faire des bases de données il y a 50 ans, mais ça fait quand même très longtemps qu'on collecte de la donnée. Via notre position sur le marché, on voit passer énormément de véhicules du marché. Donc finalement, les véhicules, on commence à les connaître. Et même, on peut les revoir plusieurs fois. Un cycle de 5 ans, on va revoir une fois, 2 fois, 3 fois un véhicule qui va être acheté, revendu. Donc on va aussi être capable de suivre ça. Donc on va créer des bases en interne et on va compléter par des bases existantes du marché qu'on va combiner. Donc on peut avoir jusqu'à des dizaines de sources différentes qui nous permettent de cibler au mieux le véhicule. Ok. Donc la première donnée c'est les annonces et on peut enrichir, indexer, etc. Etc. Et ça va nous permettre de créer toute une galaxie de services autour de ça. Pourquoi? Première chose, comme je disais, on voit beaucoup passer les annonces sur le marché. Donc finalement, on a une vue du marché. Donc on va être capable aussi de développer, et c'est ce qu'on a développé l'année dernière, par exemple, des outils de pricing. De dire comment, en tant que vendeur, comment je dois positionner le prix de mon véhicule sur le marché. Et ça, c'est lié à 2 choses. C'est notre capacité à cibler le véhicule. Un véhicule avec un moteur différent, il n'aura pas le même prix que celui qui a un moteur diesel ou électrique. Ça peut avoir des modes aussi.
ça peut être lié aux zones à faible émission, etc. Donc il y a plein de choses qui vont entrer en compte. Et comme nous on voit passer beaucoup de véhicules, on est capable de voir ces tendances du marché. On est capable aussi de fournir en sortie des baromètres, on va fournir aussi à la presse pour expliquer comment évolue le marché de l'occasion, est-ce qu'il est en train de monter, de descendre, le volume de vente, etc. Donc c'est un des deuxièmes axes de la donnée, c'est des données de sortie. Ça des données de sortie, c'est notre capacité à collecter de la donnée pour en faire des produits, donc des outils de pricing, mais on va aussi faire des trends là qu'on va sortir ce mois-ci. Quels sont les véhicules qui se vendent bien en ce moment? Et on va faire tout ce qui va être des analytics et des mesures. Comment on valorise toutes ces infos que vous avez sur le marché? Évidemment, elles vous servent à vous, comme tu disais, vous pouvez faire de l'aide au pricing, vous pouvez enrichir votre produit, le rendre plus attractif pour les clients. Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre de ces trends? Est-ce que ça se vend? Alors, ça se vend, mais finalement, nous, comment on va voir la donnée? On va le voir sur 3 axes, en fait. Les données qu'on collecte, ça va être les annonces, mais ça peut être aussi j'ai parlé des annonces, mais on a pas mal d'autres sources de données. La première, déjà, c'est comprendre notre business. Est-ce que la centrale marche? Est-ce que comment elle évolue? Donc c'est un peu la BI, finalement. Donc c'est ça, on va commencer à collecter et être capable d'analyser pour se dire comment marche notre business. Le deuxième, ça va être plutôt de dire les innovations qu'on va faire, est-ce qu'elles fonctionnent? Donc là, on va être plutôt dans le monde du produit, on va être plutôt dans le monde de l'analytics, le monde de l'A/B test, par exemple. On va faire un A/B test. Qu'est-ce qui marche le mieux pour nos clients, que ce soit les particuliers ou les professionnels? Et donc tout ça, on va faire une analyse. Et le troisième axe, c'est les data products. Finalement, c'est créer des produits basés sur la data. Donc j'ai parlé de la cote, j'ai parlé de trends. Du pricing, mais on va créer, cette année, on a créé plus de 30 produits basés sur la data. Ok. Et alors, donc, ces trends, c'est un produit packagé sous quelle forme? Sous quelle forme? Donc, en fait, pour les clients centrales, donc là, je vais parler des clients professionnels, ceux qui vont publier sur la plateforme, ils vont avoir accès via leur back-office à, déjà, comment se comporte leur stock, comment ils sont positionnés par rapport à leurs concurrents. Donc, est-ce que leurs prix sont bien alignés avec le marché? Est-ce qu'ils sont au-dessus? Est-ce qu'ils sont en dessous pour optimiser leur marge? Et comment avoir leur stock? Donc, Trends, ça permet ça. Parce que finalement, le métier d'un vendeur de voitures, c'est d'acheter des voitures et de les revendre. C'est ça, son métier. Donc, comment aussi, lui, il doit faire son stock pour être le plus efficace dans son métier? Et donc, via le back-office, nous, on va lui fournir les outils pour comprendre le marché et être capable aussi d'aligner son stock à ce qui marche, finalement. Est-ce que je dois acheter du diesel en ce moment? Est-ce que je dois acheter de l'électrique? Est-ce que l'essence, l'hybride? Est-ce que tel modèle, je pense pour l'exemple de la Fiat Multipla, elle fait pas fureur, la Fiat Multipla. Mais après, des Clio, est-ce que mes concurrents, ils ont déjà beaucoup de Clio? Peut-être que faut que je positionne autrement parce qu'il y a une demande sur peut-être les 208 sur ma zone de chalandise. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer de lui donner via ce type d'outils. On va créer, à partir des données qu'on a collectées, qu'on a analysées, des outils qui permettent d'améliorer la performance de nos clients. Ok, le concessionnaire va prendre des décisions d'achat de stock en fonction de ces analytics. Voilà, de ce qu'on peut lui fournir comme information sur le marché. Après, la décision reste de son côté. Mais nous, on va lui fournir, à partir des données qu'on a collectées, qu'on a analysées, ce qu'on pense qui est intéressant à faire. Ok, super. Alors, pour rentrer un peu dans des sujets machine learning, generative AI, peut-être on peut commencer par le plus évident sans doute dans la mesure où vous êtes une plateforme d'annonce, c'est celui de l'indexation à la recherche. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui la recherche? Quels mécanismes sont mis en œuvre quand je fais une recherche d'une voiture sur la centrale.fr? Alors, on a beaucoup évolué l'année dernière, mais par le début, nous, on vient du monde du classified. Donc, et on était un journal papier, comme on le disait tout à l'heure. Donc, comment ça se passait dans le journal papier à l'époque? Plus tu payais cher, plus t'étais gros. Voilà. Donc, on avait un petit peu répliqué ce modèle historiquement sur le web. C'est-à-dire, et donc dans un modèle de ranking, donc une search page, plus tu payais cher, plus t'étais en haut.
Ce modèle, il a ses limites. Et donc là, on a commencé à rentrer en fait des nouveaux critères en se disant, est-ce que le véhicule, il est attractif? Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui définit un véhicule attractif? Donc, et c'est là où on va commencer à faire de la data science. On va se baser sur beaucoup de paramètres. Le prix est un paramètre. Pour un acheteur, la distance avec le véhicule est un paramètre aussi. Un véhicule qui est à moins de 50 km va être plus attractif que celui qui est à 900 km. Aller chercher une voiture à 900 km, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc voilà. Et on va rentrer tous ces critères pour essayer de faire une page, une search ranking page qui soit la plus adaptée en fait en fonction du stock qu'on a à proposer. On va aussi commencer à mettre de la personnalisation. Donc, comment en fait en fonction de mes recherches précédentes, je commence à comprendre en fait l'intérêt du visiteur, donc celui qui est en train de chercher sa voiture, pour pouvoir lui proposer les véhicules qui l'intéressent, que ce soit au niveau prix, au niveau marque, au niveau modèle, au niveau couleur. Quelqu'un qui aime les voitures rouges, il va forcément, il va être intéressé beaucoup plus par les voitures rouges, et il va beaucoup moins être sur les voitures blanches ou grises. Quelqu'un qui aime les voitures blanches, grises, noires, il achètera jamais une voiture rouge. Donc c'est ça aussi qu'on va essayer de. Ok, vous essayez d'apprendre à connaître l'utilisateur qui cherche. Et alors comment est-ce qu'on apprend de l'utilisateur? Eh ben, tout démarre par la collecte de données. Ouais. Et c'est là où on peut descendre un peu plus sur la partie technique. C'est que finalement, comme je disais au début, la centrale, c'est une entreprise tech et data. Donc, notre premier flux, c'est de collecter la donnée. Donc, on va collecter la donnée, j'ai parlé des annonces, mais on va collecter aussi la donnée de navigation. On va collecter aussi tout ce qui se passe au niveau des pros. Et après, on va l'analyser. Et donc, on commence à collecter beaucoup de données. Donc, historiquement, on était parti sur toutes les notions de data warehouse, de data lake. De plus en plus, finalement, on développe l'idée de data mesh. Pourquoi l'idée de data mesh? Parce que finalement, ce que j'expliquais, on a toutes nos équipes, toutes nos feature teams, elles vont développer des produits liés à la donnée. Et donc, toutes les équipes sont autant producteurs que consommateurs de données. L'équipe qui va s'occuper de la search, elle va récupérer, elle va collecter et elle va pouvoir construire un data product sur les habitudes de search des utilisateurs, puisque c'est ce qu'elle va collecter via ses applicatifs. Ouais. Et ça va être très utilisé, comme je disais tout à l'heure, pour les back-office, pour l'équipe qui va faire des back-office pour les pros, pour voir les trends. Donc toute la mise en place d'un data mesh, c'est ça, c'est de dire comment je démocratise la donnée, comment chaque équipe devient owner de sa donnée, et comment chaque équipe devient et consommateur d'une partie des données des autres équipes, et producteur de données pour les autres. Okay. Donc ça, c'est facile à dire. Ouais. Donc, juste pour rappeler, donc Data Lake, c'est quand on centralise toute la donnée, mais qu'on la structure pas. On la met quelque part, on la laisse brute. Chacun se sert. Data Warehouse, on va la structurer. C'est la même chose, mais on structure. Et alors, Data Mesh, du coup, c'est, on centralise pas, mais on donne accès à tout le monde, quelque part. Exactement. Alors, pour moi, c'est pas contradictoire, en fait, avec, on va très souvent retrouver un Data Lake, au niveau ou nous, comment on l'a implémenté. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a quand même besoin de stocker la donnée, de la donnée pas forcément normalisée, puisque toute l'idée, c'est maintenant ça coûte plus très cher de stocker de la donnée. Donc on va essayer quand même de la stocker, pas que celle qu'on a besoin, mais celle qu'on peut avoir besoin aussi. Ouais. On est quand même un côté, on va pas tout garder non plus. Oui. Après on a des régulations, etc. Mais tout ce qu'on peut garder et qu'on pense avoir de la valeur, on va le conserver. Pas forcément normalisé, mais on va le conserver. Ce qui nous permet de construire les produits par-dessus. L'idée du data mesh, il est plus organisationnel. Il y a il y a un vrai enjeu déjà de travailler sur la qualité de la donnée, de l'ownership de la donnée. Donc comment chacun se dit, ça c'est pas une équipe data qui va s'occuper de ça. Ça fait partie en fait de mon quotidien de dire, quand je construis une feature, quelles données je vais pouvoir collecter pour être réexploitées plus tard. C'est déjà un mindset. C'est déjà que chaque équipe ait cette vision. Et après, donc, c'est construire les outils pour que finalement toutes les personnes qui ont besoin d'accéder à la donnée puissent y accéder avec un niveau de confiance fort, parce que si mauvaise donnée, mauvaise décision, ou mauvais produit. Donc c'est ça l'important. Donc comment mettre en place une gouvernance et les outils qui permettent de s'assurer que la donnée qui est proposée, que ce soit aux équipes, que ce soit aux analystes, que ce soit au business, elle soit de qualité, vérifiée et qu'on puisse l'utiliser de façon efficace. Donc ça, comment ça se construit? Donc on va partir d'un data lake, on va créer aussi toute une gouvernance. Donc on va utiliser par exemple un data catalogue pour cataloguer toutes nos données. Donc,
quel est le sens de la donnée. C'est normaliser, que chacun utilise le même mot, tout simplement, pour la même chose. Ça, c'est la première chose. On le voit beaucoup en entreprise. Trois mots différents pour la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va vouloir suivre? Donc, le data catalogue. On va avoir aussi tous les outils qui permettent à des gens moins ou non techniques d'accéder à la donnée. Donc, on va avoir des outils DataVis type Tableau, par exemple. BI. Des outils BI. On va avoir du DBT qui permet justement à des gens un peu moins techniques de construire des data sources basées sur les différentes sources hétérogènes qui peuvent être sur le data lake. Sur DBT, tu dis des gens un peu moins techniques. Je parle plutôt des data analysts, par exemple. D'accord. Des gens qui sont pas forcément data engineers, qui sont pas capables de travailler sur des gros volumes de données at scale, etc. D'accord. Il faut quand même coder pour. Voilà, il faut savoir faire du SQL. Ouais. Alors est-ce que c'est codé? Après, on peut rentrer. DBT, on peut l'utiliser simplement. On peut faire des transformations. Ouais. C'est ça. Toute l'idée, c'est pas de remplacer le travail de création de data source. C'est plutôt de simplifier pour des data sources simples, pour des analyses ad hoc, pour des petits produits, voilà, de simplifier, de pas toujours être obligé de passer par la machinerie lourde d'un process complet, de passer par un data engineer, par une équipe qui va construire un produit. Un produit scalable. Donc c'est un des outils. Après on va avoir du Glue, on va avoir on est beaucoup chez AWS, donc on utilise beaucoup les suites AWS. Pour du Glue, du Athena, voilà, qui nous permettent de construire. Toute l'idée, c'est d'essayer de rapprocher au maximum la donnée du business. C'est ça, et d'éviter une chaîne trop longue de delivery où on doit passer par 5 couches, 5 strates pour pouvoir avoir une idée de la donnée qu'on veut exploiter. Ouais, ok, super clair. Alors du coup, côté machine learning, peut-être commençons par le plus old school, avant les LLM et compagnie. Qu'est-ce que vous avez comme application? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous avez mis en place machine learning? Alors déjà, je vais te reprendre parce que pour moi le machine learning c'est pas du tout old school et le LLM remplace pas du tout d'ailleurs notre façon de faire du machine learning. Pour moi c'est tout à fait complémentaire. On va aller chercher des choses très très différentes et on en fait depuis de nombreuses années du machine learning. On fait de la GenAI depuis 1 an et demi, mais finalement il y a pas une idée de remplacement entre les deux. Le machine learning il est très très bon pour de la prédiction. Quand je te parlais tout à l'heure du ranking. Le machine learning est super efficace pour ça, et on va continuer dans cette voie-là. On n'est pas en train de tout transformer. Donc ce qu'on fait en machine learning, on va faire déjà ce qu'on appelle la cote, notre capacité à définir le prix d'un véhicule. Comment on fait? Je vais t'expliquer. On reçoit les annonces. Dans les annonces, il y a un prix. On est capable de les matcher, donc de bien comprendre en fait tous les critères du véhicule et de comprendre le prix qui est associé à ce véhicule. Et finalement, vu le volume de données qu'on reçoit, on est capable de comprendre le marché et de donner en fait le prix du marché d'un véhicule. Et comme c'est du machine learning, on fait de la prédiction aussi. C'est-à-dire qu'on est capable aussi de comprendre comment le prix va évoluer dans le futur. 3, 4, 5 ans. Ça, c'est une information intéressante quand on achète un véhicule. Tous les véhicules, ils n'ont pas la même courbe de décroissance sur leur prix. Donc, c'est intéressant quand j'achète un véhicule à 20, 30, 40 000 euros, de savoir si dans 3 ans, il vaudra 10 000 ou 20 000. J'aurais pas le même investissement. Et ça, c'est des choses qu'on est capable de faire via des algorithmes de machine learning. Donc pour ça, en fait, on va beaucoup utiliser du SageMaker. En fait, on va utiliser toutes les suites qui sont déployées, et on va créer nos propres algorithmes. Alors on en a plusieurs. Je rentrerai pas forcément dans les détails, mais en fait, qu'on fait évoluer et qu'on va tester de façon prédictible. Voilà, on a l'avantage, on a un set de données. On sait les annonces qu'on reçoit, on les fait passer dans l'algorithme et puis on regarde ce que ça donne. Après voilà, dans les autres use cases qu'on peut avoir, on a l'antifraude, qui est un use case aussi assez qui est historique chez nous, sur lequel on travaille depuis plusieurs années. L'achat d'un véhicule, c'est un moment dans la vie du consommateur qui est important. C'est souvent le deuxième plus gros achat après l'immobilier. Qui dit gros somme en jeu dit fraude qui marche. Les fraudes qui marchent sont efficaces. Et donc nous, on a cette responsabilité en tant que plateforme de protéger aussi nos acheteurs envers les gens qui vont essayer de faire de l'extorsion. Donc là, on a des sets d'entraînement depuis des années. On en a vu passer des tentatives de fraude. On est capable d'avoir des algorithmes sur lesquels qui vont apprendre en fait
les modes opératoires des fraudeurs et qui vont être capables de les détecter très très en amont et de les bloquer et de protéger nos utilisateurs à la fin. Donc ça, pareil. Vous collectez le paiement? Est-ce que vous collectez le paiement? On ne collecte pas de paiement. On a un tout petit peu de paiement pour des options particulières, mais c'est vraiment à la marge. Voilà. Ok. Donc du coup, votre modèle d'affaires, d'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est quoi? C'est un prix à l'annonce? C'est un prix à l'annonce. C'est un prix à l'annonce au dépôt pour les professionnels et c'est gratuit pour les particuliers. Ok. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'on l'était pas il y a pendant très longtemps. Ok. Et beaucoup de gens croient encore qu'on est payant. Non, on est complètement gratuit pour les particuliers. D'accord. Ok. Donc ça va être les différents use cases qu'on va avoir autour du machine learning et on va continuer à en développer et on continue à développer que ce soit autour du classement des annonces, tout ce qui va être autour de la prédiction et de l'analyse de données. En fait, c'est ça ça va être ça là où on va faire beaucoup de machine learning. Ouais. Ok. Et alors du coup côté IA générative, est-ce que vous avez pris la vague et vous êtes vous avez fait des développements de ce type-là? Est-ce qu'on peut parler un peu des éventuels projets? Oui, bien sûr. Donc alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris la vague, mais donc oui, nous, on l'a aussi pris. On l'a pris avec un axe assez peut-être un petit peu différent, surtout l'année dernière où on a décidé de lancer quelque chose qui était directement accessible pour nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas lancé sur des projets internes, on est vraiment lancé sur quelque chose qui devait être disponible pour monsieur tout le monde. Donc tu peux aller sur le site et tu verras, on a lancé notre premier outil qui est ce qu'on appelle l'assistant AI. On lui a pas donné de prénom, mais entre nous on l'appelle Didier. Voilà. Okay. Et l'idée en fait de l'assistant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a plus de 300 000 annonces sur le site. Et finalement, tout le monde n'est pas expert pour choisir un véhicule. Nous, on a l'expertise. Et donc, comment partager cette expertise? Donc, tout l'assistant, on l'a pensé comme ça. On l'a pensé de dire, plutôt que d'arriver sur le site et de mettre des filtres, ce qu'on fait depuis 25 ans maintenant qu'on a lancé notre site web, de dire voilà, je veux une Renault, Clio, tel modèle, tel prix, etc. C'est plutôt d'avoir un assistant auquel tu vas lui expliquer ce que tu veux. Tu vas lui dire je voudrais une voiture pour rouler 400 km par semaine. Je pars de temps en temps au week-end. Je voudrais qu'elle coûte peut-être moins que ça. J'aime bien qu'elle soit rouge. J'aime bien les marques allemandes, etc., etc. Donc, et qui va via les interactions te permettre de trouver le bon véhicule. Parce qu'en fait, on a fait une étude l'année dernière, 60% des Français ont du mal à choisir un véhicule. Il y a une variété et une complexité du marché qui fait que c'est assez compliqué de choisir le beau véhicule. Et comme on disait, c'est un gros achat. Donc on essaye de prendre le bon. Donc on a développé cet outil. Comment on l'a fait? En fait, on est parti sur des LLM existants. On a changé 5-6 fois de modèle déjà depuis qu'on l'a sorti depuis juin. On change très régulièrement de modèle. On teste les nouveaux et on lui a appris nos API. En fait, on lui a appris nos API de recherche. On lui a dit voilà nos API de recherche, voilà comment tu peux rechercher. On lui a appris aussi des données qu'on avait sur notre expertise, qui lui permettent en fait à partir de sa compréhension de la demande, d'aller chercher dans notre stock qu'est-ce qui correspond à ce que l'utilisateur en face est en train de demander. Donc ça a été un de nos premiers use cases et on est très fiers puisqu'il marche très bien et il a un très beau taux de conversion puisque c'est ça Il prend la forme d'un chatbot? Ça prend la forme d'un chatbot, voilà. Okay. Ça prend la forme d'un chatbot qui est accessible sur le site et qui va fournir des annonces en fonction, des demandes et qui va poser des questions. C'est vraiment un chatbot conversationnel. C'est-à-dire que on va lui poser des questions, il va dire, tiens, il va faire des propositions. Il va dire, est-ce que tu peux me donner plus de détails? Tiens, peut-être tu devrais regarder ça, etc. C'est aussi l'idée, c'est un peu de répliquer le tonton qui s'y connaît. Voilà, c'est quand je vais acheter une voiture, je vais voir mon tonton qui connaît un peu les voitures et je vais lui demander ça. Et c'est un peu l'idée en fait, de notre assistant. Ok. Et comment vous gérez le risque d'hallucination donc de la Gen AI, c'est les large language models qui disent des choses qu'ils ont pas lues quelque part, qu'ils inventent. Comment est-ce que on fait un produit malgré ce risque? Alors le risque il existe, il faut l'accepter. Déjà je pense que de tous les projets de Gen AI, il faut accepter ce niveau de risque. Il y a le risque d'hallucination zéro n'existe pas, hein, donc
Donc, mais comme dans cybersécurité, on va retrouver sur les mêmes paradigmes. C'est le 100% n'existant pas. Comment je fais pour mitiger le risque et comment je vais travailler autour de ça. Et c'est ça l'enjeu. Donc, déjà la première chose, c'est que les larges LLM, ils font beaucoup de choses qui nous intéressent pas. Donc déjà, comment les limiter et les focaliser sur ce que nous on va vouloir avoir comme réponse. Je veux pas qu'ils codent en Python. Je veux qu'ils parlent de véhicules. Ouais. Donc déjà, on va le limiter. Donc pour ça, on va avoir plusieurs modes. Déjà, on démarre par du prompt engineering. On va faire des bons prompts pour lui expliquer ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Mettre des guardrails aussi, c'est-à-dire de regarder ce que les tokens d'entrée, les tokens de sortie et s'assurer que ça reste à la limite dans le domaine sémantique. Et après, aussi informer les utilisateurs que ça hallucine. C'est tout simplement. Je pense qu'il y a aussi cette responsabilité d'expliquer, voilà que, mais comme une recherche sur Google, on peut tomber sur des fake news. Et en fait, un LLM est pas infaillible. Donc aussi avoir ce niveau d'information, le limiter au maximum, mais garder ce côté justement de risque. Okay. Et comment s'assurer, parce que la vraie question derrière, c'est que tous les LLM ils font des hallucinations, mais comment savoir lequel est le meilleur? C'est ça la vraie question en fait, que ce soit sur les hallucinations ou sur les réponses d'ailleurs, parce que valider un modèle, c'est pas très simple. Ouais. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille sur des systèmes déterministes. C'était assez facile, les systèmes déterministes en tech. On savait ce que ça devait faire, tant que ça le faisait pas, on disait que ça marchait pas. Et LM, c'est pas déterministe. Non. Et surtout si on commence à jouer avec la température, ça veut dire de moins en moins déterministe. Ouais. Donc comment on va faire ça? Donc nous on a beaucoup travaillé justement et finalement tous nos projets GenAI cette année, ça a été vraiment de prendre en main cette partie-là, de dire comment j'arrive à valider les modèles, comment je peux dire qu'un modèle il est meilleur que l'autre. Donc on va le faire sur 2 axes. Le premier axe c'est on dit il faut définir les KPI. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'atteindre comme objectif? Donc le premier ça va être des KPI un peu plus bas niveau, ça va être des temps de réponse. S'il met 30 minutes à répondre, c'est inutilisable pour un chatbot comme ça. Pour d'autres use cases, c'est très bien. Donc en fonction du use case, je vais pas du tout avoir le même KPI. Je vais avoir aussi des KPI de coût. Les LLM, ça coûte cher. Ouais. Et ça peut coûter très 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 cher les derniers modèles. Ouais. Quand on les ouvre comme nous au public, le volume de tokens, ça peut monter très vite. Ouais. Donc quel ROI je vais chercher? Et quel niveau d'investissement je peux mettre et quel modèle je vais choisir en fonction de ça. Ce sera pas forcément le meilleur modèle. Ce sera sûrement pas le dernier modèle qui vient de sortir la semaine dernière avec un coût au token très élevé. Non, ça sera plutôt un plus petit. Et puis le plus petit, il est plus facile aussi à bloquer sur des choses qu'on veut pas qu'il fasse. Donc c'est ce package. Donc ça va être plutôt bas niveau. Après, on va regarder aussi la véracité des réponses. En fait, est-ce que ce qui répond est bon? Alors, comment nous, on a travaillé dessus? On a fait un prompt catalogue. On a créé un prompt catalogue. Alors, pour le monde du véhicule, c'était assez simple. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher dans les requêtes Google quelles étaient les demandes des utilisateurs à Google sur le monde du véhicule. On a pris les 500 000 premières. On a dit, OK, ça nous fait déjà une bonne base. Notre bot, il doit être capable de répondre à ça. Puisque c'est ça ce qu'on va lui demander. Donc on va faire un prompt catalogue et après on automatise ça avec du prompt foo et on essaye de vérifier que ça reste cohérent avec ce qu'on lui a demandé. Ça c'est les premiers. Et finalement, faut pas oublier que on a quand même, nous, dans notre entreprise privée, on a un but business. Donc c'est quoi notre KPI business derrière? Qu'est-ce qu'on attend en fait de ce nouvel applicatif? Donc, nous, ça va être un taux de conversion, ce qu'on va chercher. C'est de dire voilà, un visiteur qui vient, et à la fin, il prend contact avec un professionnel pour acheter le véhicule. Et donc c'est ça qu'on va mesurer. Donc on va finalement faire comme n'importe laquelle de nos innovations. En fait, on va le prendre comme un applicatif, de dire il a un objectif business. Est-ce qu'il le remplit, oui ou non? Et après, comment aussi les objectifs secondaires qui permettent de l'atteindre sont atteints. Parce que si je suis capable de faire beaucoup de prises de contact, mais que chaque prise de contact me coûte $100 parce qu'il y a beaucoup de requêtes qui partent, beaucoup de tokens, j'ai aucun ROI derrière. Ok. Ordre de grandeur, ça coûte combien en token, du coup en usage de l'IA, une interaction complète en moyenne de quelqu'un qui interroge le chatbot jusqu'à avoir sa réponse? Alors c'est très intéressant. Moi je regarde pas vraiment la moyenne parce que c'est très très variable. En fait, c'est très très distribué et
Et finalement, ça change assez régulièrement. Ce qu'on va chercher plutôt, nous, c'est aller chercher un modèle qui va avoir un coût au token qui est le plus bas possible. Ouais. Et donc c'est plutôt là-dessus qu'on va se focaliser. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec notre taux de conversion plus le coût au token, on arrive à avoir ce calcul de ROI qui est plutôt une distribution qu'une moyenne en fait. Et donc quand on a lancé le projet, donc on a démarré avec GPT 3.5 parce que c'était ce qui était disponible, qui marchait pas mal. On a été à 2 doigts de le lancer avec GPT 3.5 et 4 est sorti. On a commencé à tester le 4 qui était beaucoup mieux sur tous nos critères, mais qui était trop cher. Ouais. Donc on est reparti sur GPT 3.5 et juste une semaine avant qu'on lance, 4O mini est sorti, 4O mini est sorti, qui était moins cher, plus cher que 3.5 mais moins cher que 4. Donc on a lancé sur ça. Et après voilà, donc on a 4O mini qui est sorti, on a testé Haiku qui marche très bien aussi. On est en train de tester Nova là, les modèles Amazon qui ont été annoncés au reInvent le mois dernier. Voilà. Donc finalement, et c'est là où il y a un point important que je veux souligner sur les projets de GenAI, c'est que ça va très vite. Ça va même encore plus vite que moi ce que j'ai connu en technologie depuis les 20 dernières années. Ça va très vite. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt tant au niveau technologique de stack, être capable de changer de modèle très rapidement, donc avoir automatisé ces tests dont je parlais tout à l'heure. Être capable de tester des modèles. Finalement, quand on est en train de tester Nova, Haiku, 4O mini, qu'est-ce qu'on fait? Le juge de paix, à la fin, c'est l'utilisateur. On va A/B tester, comme on a toujours fait, en fait, finalement. On va tester, on va dire, OK, voilà mes KPI, voilà les 3 modèles, je mets 30%, 30%, 30%, et puis je regarde à la fin celui qui a mieux performé sur les KPI que j'ai définis. Donc finalement, on remet en place ce qu'on a toujours fait. On a beau être dans le monde du LLM et de la GenAI, et pour discuter avec certains pairs, des fois on l'oublie ça, de se dire en fait que ça marche. On est toujours en train de créer de la valeur pour notre entreprise, on n'est pas en train de faire autre chose. Donc et on peut utiliser les mêmes mécanismes, alors on le fait un peu différemment. Et donc nous on a pensé on a toute une stack technologique qui nous permet de router vers différents modèles, de les A/B tester, etc. Et c'est ça qu'on a construit sur la fin 2024, parce que on va scaler en 2025. Maintenant qu'on commence à maîtriser, l'idée c'est de regarder dans tous nos flows, dans toutes nos fonctionnalités, est-ce que ça peut être enrichi via de la GenAI. Donc ça c'est toutes les parties visibles. On a aussi des parties internes. Voilà, on a développé notre propre petite chat pour les employés. Pour une raison simple, c'est que il se commençait à se passer ce qui se passe dans pas mal d'entreprises, c'est que il y avait des données confidentielles qui commençaient à partir vers ChatGPT, vers Gemini. Ça me gênait un petit peu de voir partir des données business, parce qu'il y a un besoin derrière. Donc plutôt que de bloquer, la stratégie c'était de dire ok, j'ai compris le besoin, on va répondre à ce besoin. Et donc on avait la plateforme qu'on utilisait pour les domaines publics, en fait, on a utilisé la même, on a branché des modèles et on a créé un chat interne en quelques semaines, même pas d'ailleurs, en quelques jours, et qui a permis, de donner accès à un outil GenAI qu'on contrôle sur notre plateforme avec nos données qui restent juste dans notre dans notre compte AWS, qui sortent pas, qui sont pas partagés à un modèle tierce qui fait je sais pas quoi avec, pour dire tiens, si une RH par exemple elle doit faire des analyses sur les salaires de tous les employés, elle n'a pas l'utiliser, elle envoie notre ChatGPT. Elle a son outil pour le faire. Ok, ouais. Un ChatGPT interne qui a été cloisonné sur un serveur. Ça n'a rien d'exceptionnel. Je pense que maintenant tout le monde a développé ça. L'important, c'est de se dire, quand on développe une stack qui permet de gérer plein de modèles, finalement, recréer ce type d'outil, c'est l'ordre de quelques jours. C'est vraiment, ça se compte en jours, la capacité. Alors, quelles erreurs tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps à venir? La première erreur, c'est qu'on n'avait pas pensé à ça au début. Finalement, la vitesse d'évolution des modèles, on l'avait pas anticipé vraiment au tout début. Et donc on a commencé à monter sur un modèle, et puis on était assez content. Et puis on a dit mince, c'est un nouveau modèle qui sort. Ah oui, mais il faut refaire plein de choses quand un nouveau modèle sort. Et ceux qui ont déjà travaillé, typiquement les modèles anthropiques,
les prompts, on fait pas la même chose que les modèles GPT. Donc il faut retransformer les prompts, retester, etc. Donc c'est des phases qui sont assez longues. Et finalement, à peine on a démarré d'adapter, il y a encore un nouveau modèle qui est sorti, etc., etc., etc. Donc l'erreur que j'aurais peut-être pas commis, c'est de me dire dès le début, avant de pas du tout coupler les innovations à un modèle donné, de se dire en fait les modèles ils vont continuer à évoluer, que ce soit au niveau prix ou au niveau performance. C'est les deux. Et je discutais avec quelqu'un d'Anthropic là il y a pas très longtemps, il me disait de toute façon tous les ans on va faire x2 en performance et diviser par 2 en coût. Donc en fait et je pense qu'il était même encore pessimiste. Ça sera x10 à mon avis. Pendant combien de temps faudra bien que ça sature à un moment, mais voilà. Mais là, je pense qu'on a encore un an ou deux où ça va. Là, quand on voit que AWS ou Amazon revient dans la course, moi j'y croyais. Je pensais qu'ils avaient abandonné la course en grande pompe. Ils se voient, c'est tout leur modèle encore moins cher que les autres, encore plus performant. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de Nova du coup, puisque tu dis que vous testez un peu en ce moment? Alors Nova, il a des très très bonnes performances sur nos use cases et à des coûts qui sont encore moins chers. Je dirais, soit Nova ou autre, pour nous, on a des use cases assez simples. Je pense que, je suis pas sûr et d'ailleurs, dans ce que j'ai mesuré, hein, le changement de modèle, il a assez peu d'effet. En fait, c'est toujours le dernier modèle, il est toujours moins cher, plus puissant. C'est ça, en fait, le vrai truc. Donc, Nova, c'est le dernier, c'est pour ça qu'il est moins cher et plus puissant. Mais jusqu'au prochain Llama ou jusqu'au prochain Mistral etc. Donc c'est pour ça que l'idée d'aller vite, c'est qu'en fait il y a quand même une grosse accélération. Donc il y a un moment, je pense que ça va quand même se stabiliser, mais pas cette année. En tout cas pas pour moi. Je le vois pas en 2025. La course, elle est toujours là, elle est à relancer et ils sont tous dessus. Donc on va continuer à avoir tous les mois des nouveaux modèles plus performants et moins chers. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Ah oui, j'ai une anecdote justement là sur le début de la validation de notre outil. Donc on l'a lancé, on a fait ça. C'était un petit side project en fait. On s'est dit tiens, on va essayer ça. À l'origine, on pensait même pas le sortir vraiment. Ça. On voulait un peu jouer avec la GenAI et finalement ça commençait à pas mal marcher. Donc c'est là où j'ai dit bah tiens, on va le mettre en prod. J'ai créé une équipe pour dire ok, maintenant on va transformer un truc qui est un POC et à le mettre en prod. Voilà, avec toutes les difficultés de sécurité, etc. Et puis j'ai commencé à le faire tester aussi à des gens qui étaient un peu moins techniques. Donc j'ai été voir une responsable marketing et je lui ai dit tiens, est-ce que tu veux bien tester et faire quelques requêtes pour me dire ce que t'en penses. Et une demi-heure après, elle va me voir et fait il est un peu idiot hein, ton bot. Je fais ah bon, pourquoi? Il me dit je lui ai demandé une voiture pour mettre 3 sièges bébés et il m'a proposé un utilitaire. Et j'ai regardé, je fais effectivement. J'ai fait mais en fait oui, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il avait pas compris que des sièges bébés, il y avait un bébé dedans. Donc lui, il a vu 3 sièges bébés, c'est 3 objets encombrants. Pas 3 objets encombrants, le mieux pour transporter quand t'as des objets encombrants à trimballer, un utilitaire, c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est une petite anecdote. Et donc, comment on a commencé à apprendre, autour de ça. Ouais, on n'a pas fini d'apprendre à interagir avec les IA. Exactement. Ok. Est-ce que y a des projets en cours dont tu voudrais nous parler? C'est quoi le futur de la centrale? Le futur de la centrale, du coup, hein, comme je t'expliquais, la fin d'année 2024, c'était vraiment construire cette plateforme GenAI qui va pouvoir être utilisée finalement par toutes les feature teams. Je parlais du data mesh tout à l'heure. On est un peu sur le même concept finalement. C'est donner la capacité à n'importe quelle équipe produit d'utiliser l'IA, la GenAI, dans ses fonctionnalités. Donc là, on est en train de développer, par exemple, créer des descriptions d'annonces en langage naturel. Et parce que on va faire une liste de spécifications d'un véhicule. C'est quand même pas, quand on n'est pas spécialiste, c'est un peu rébarbatif. Qu'est-ce qui est important? Quels sont les points importants, etc. Donc, via la plateforme, en quelques semaines, ils vont réussir à se brancher dessus. Pas forcément avoir une connaissance très approfondie de comment marche un LLM, de quel LLM, de B tester différents modèles et de dire ok, c'est ça qui marche le mieux pour mon use case. La recherche, on va aller aussi un peu plus loin dans la recherche. Donc, on a fait un assistant pour la recherche, mais notre recherche classique, elle est toujours par filtre.
Et finalement, en fait, des filtres, c'est quand même pas très interactif. Donc, on peut tout à fait. On n'a jamais eu sur la centrale une free search. Voilà, une search comme on peut avoir sur Google, là où je tape ce que je veux, qui est avec des élastiques derrière, etc. Non, on n'est jamais passé dessus. Bah là, ça va nous permettre d'y aller assez facilement parce qu'en fait, on va faire des recherches par facette et on va faire créer les facettes par des Gen AI. Voilà. Donc ça va être les innovations. Pour nos professionnels aussi, j'expliquais à un moment tout à l'heure, on crée beaucoup de back-office. On partage beaucoup la donnée avec nos pros, mais les vendeurs de voitures, c'est pas des data analystes. Hein. Donc quand ils se retrouvent devant, on commence à leur mettre de plus en plus de bords, de plus en plus de tableaux, etc. Au bout d'un moment, ils sont un peu perdus. Là, on va aussi les aider, la Gen AI va les aider. C'est qu'est-ce que je dois voir, quelle est l'information importante que j'ai dans toutes ces données que vous me partagez. Et donc, on est en train, ça va sortir dans très peu de temps. Voilà, on a développé toute une partie qui va transformer en langage naturel. Qu'est-ce qui est important dans la donnée qu'on est en train de te présenter? Ouais. Ok. Plutôt que de mettre en rouge, machin, de dire, bah voilà, textuellement, tiens, cette voiture-là, elle est mal positionnée. Il faudra peut-être que tu baisses le prix de X. Ce véhicule-là, il est pas assez cher. Peut-être tu peux monter un peu, t'augmenteras ta marge. Il faudrait que tu achètes ce type de véhicule parce que il y a une grosse demande dans ta zone et il y en a pas assez. Typiquement, c'est des exemples un peu fake, mais qui représenteraient ce que ça va faire. Vous les déployer. Ok. Super. Et ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un invité auquel tu penses que tu aimerais entendre au micro de Data Driven 101 dans un prochain épisode? Alors, j'aimerais bien Violette Chaumier. Ok. Je sais pas si tu la connais, donc avec qui j'ai travaillé au Parisien Les Échos il y a quelques années et qui a vraiment monté toute la plateforme data à l'époque et je pense qu'elle a beaucoup de choses intéressantes à raconter. Ok. Et ben merci pour la recommandation. Merci Thomas. Merci à toi.